Bon, alors nous allons continuer avec la table ronde suivante sur le jumeau numérique. Est-il le neurone miroir de l'actif immobilier? Dans la continuité des tables rondes précédentes, on va continuer à parler de numérique, on va continuer à parler de technologie. Et dans notre industrie immobilière, on s'aperçoit assez rapidement qu'il y a deux continents temporels qui émergent. Le premier, c'est celui de la conception-construction pour une durée de 2 à 5 ans. Et puis le second, c'est celui de l'exploitation-maintenance pour une durée de 30 à 150 ans, suivant les classes d'actifs et suivant d'ailleurs les durées d'amortissement qui sont utilisées par leurs propriétaires pour amortir leurs biens. Et il se trouve qu'il y a quelques années déjà, on s'est aperçu, notamment dans la collaboration qu'on a pu avoir avec la Fédération des promoteurs immobiliers, qu'il y avait une rupture numérique entre ces deux continents, sachant que tout le monde le connaît. Le premier continent de la conception-construction utilise ce qu'on appelle une maquette BIM 3D, qui a été conçue pour les architectes et les constructeurs qui considèrent que l'immeuble n'existe plus le jour où il est livré. Donc évidemment, c'est un peu normal que le BIM n'ait pas une grande utilité pour le continent de l'exploitation-maintenance, parce qu'il n'a jamais été conçu pour l'exploitation-maintenance. Alors aujourd'hui, on a toute une série d'acteurs qui réfléchissent à cette rupture numérique et qui envisagent ce qu'on appelle le jumeau numérique, qui porte aussi un autre nom. On l'appelle chez nous avec un petit nom sympa, ça s'appelle le BOSS, le Building Operating System, donc on va en parler. Je vois déjà que tout le monde n'est pas d'accord sur ce nom, mais bon, il y a plusieurs noms. Le concept est émergent, donc on verra au final quel est le nom qui sera adopté par la majorité de la profession. Alors, pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Franco Vorka. Franco Vorka, vous êtes directeur technique et innovation justement de la Fédération des promoteurs immobiliers. Vous êtes également président de Building Smart et président de la RIX France. Bienvenue. Merci. Nous accueillons Bonjour. également Richard Mal. Richard Mal, vous êtes Deputy Head chez BNP Paribas Real Estate. Bonjour. Alors, en français, ça donne quoi, Deputy Head? On va dire directeur adjoint d'un département qui fait de la communication, du marketing, du research. Ok. Alors, par contre, vous êtes le highlight de cette table ronde, parce que vous allez nous montrer tout à l'heure quelque chose d'assez extraordinaire. On parle de beaucoup de jumeaux numériques, de maquettes 3D de bâtiments, d'un bâtiment, ou de 2 ou 3 bâtiments maximum. Mais là, on a carrément le jumeau numérique d'une ville complète. C'est intéressant, donc on va le voir. J'accueille également Blaise Sola. Blaise Sola, vous êtes directeur Smart et Digital chez Artelia. Artelia qui est une grosse société d'ingénierie technique. Me trompais-je? Absolument pas. Et en plus, je tiens à souligner que je suis président d'une commission qui s'occupe du Building Information System à la Smart Building Alliance. Donc c'est plein de mots anglais, mais c'est important de le préciser parce qu'il y a un sujet global en fait. Bon, eh bien, on va y revenir. Mais moi, l'idée, évidemment, c'est de vous repousser dans vos retranchements pour que vous puissiez réagir ensuite et nous dire quel est l'état de l'art aujourd'hui et ce qu'il va devenir dans les années futures. J'accueille également Nicolas Régnier. Nicolas Régnier, c'est le président de DataSolus, c'est également le président de BIM for Value. Et là, on va parler tout à l'heure de définir un cadre commun standardisé de méthodologie et de modèles de données, parce que c'est un peu la finalité, le core business de BIM for Value. Et vous êtes aussi le président d'un futur programme à Station F, dont on entend parler. Alors, on ne sait pas s'il existera vraiment ou pas. Ça s'appelle Ville de demain. Donc, je vous poserai une ou deux questions tout à l'heure à ce sujet. Et puis, enfin, on accueille Jérémy Bellec. Vous êtes le CIO de Spinalcom. Et Spinalcom, eh bien, c'est un éditeur de logiciels justement de BOSS, de jumeaux numériques. Donc ça va être intéressant de vous entendre pour savoir quelle est la réalité opérationnelle de ce fameux jumeau numérique. On va commencer, et vous avez tous compris pourquoi le titre était un peu ironique, c'est que l'idée c'est de savoir si le jumeau numérique c'est vraiment le miroir de l'actif immobilier.
ou si c'est juste une fausse croyance ou quelque chose qui n'existe pas encore de manière opérationnelle. On voit qu'il y a beaucoup de ponts qui sont jetés pour faire disparaître cette rupture numérique entre le monde de la construction et le monde de l'exploitation maintenance. Et je vais commencer avec vous, Franck Hovorka. Ma première question est pour vous. Quels sont les enjeux d'une véritable continuité numérique dans la filière immobilière? Quelles en sont les ruptures numériques actuelles? On a cité la principale entre les deux continents de la construction et de l'exploitation. Mais finalement, est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on recule? Bien, tu as déjà cité une des discontinuités qui a fait qu'on a commencé à s'intéresser au sujet il y a 2 ans entre Fidji et la Fédération des promoteurs. C'est qu'effectivement, à l'usage, nous nous sommes aperçus que ce qui ressort d'une maquette numérique conception-construction n'est pas utilisable du tout, ou à peine 5% des données pour une mise en gestion. Ce qui nous a amené à faire un tableau qui reprend 50 composants critiques dont il faudrait avoir une trentaine de données à minima pour pouvoir le transférer en gestion. Donc là, on est très très loin du jumeau numérique. On est vraiment à la base, c'est-à-dire déjà de disposer de 50 informations qu'on n'a pas pour mettre en gestion un actif, puisque il y a, avant de parler du jumeau et du rêve qu'on en a, puisque le jumeau, l'idéal, ce serait effectivement d'avoir ce qu'on a dans l'industrie. Vous avez des jumeaux numériques sur lesquels on peut faire des simulations d'évolution, des simulations d'usage, des simulations de mise en état de stress. Aujourd'hui, on ne sait pas faire ça du tout sur des portefeuilles immobiliers en gestion. J'ai discuté avec nos banquiers tout à l'heure. Par exemple, ils ne savent même pas quelle est la classe DPE des actifs sous-jacents sur lesquels ils prêtent. On voit qu'on a quand même une marge de progression assez colossale. Et donc, l'objectif du jumeau numérique, c'est effectivement de tendre vers une donnée disponible in fine, de disposer avec ce jumeau de pouvoir travailler dans de multiples nomenclatures, puisque chacun a sa nomenclature d'usage. Le FM, le PM, l'asset, le gestionnaire. Et donc, il va falloir pouvoir travailler avec de multiples langues. Et donc, il faut penser immédiatement le jeu de données sources avec une capacité de traduction dans de multiples langues et de multiples nomenclatures. Et c'est en travaillant sur cette vision à terme que notamment Building Smart International a mis au point sa bibliothèque de données objets. On travaille aujourd'hui sur la sémantique, de manière à pouvoir donner accès à l'ensemble des nomenclatures et des applicatifs serviciels qui existent, accès à la donnée qui correspond à l'objet, qui est dans l'immeuble. Pourquoi? Parce qu'un immeuble, finalement, c'est pas très compliqué. C'est 60, 80 000 composants qui font à l'intérieur de l'immeuble une vingtaine de services fonctionnels qui ont des performances et qui définissent le programme fonctionnel et performantiel de l'ouvrage. Alors une fois que j'ai dit ça, je ne connais pas un seul maître d'ouvrage dans la salle, et moi le premier, qui par exemple inscrit dans son programme la durée de vie de l'immeuble et de ses composants. Est-ce qu'il y en a un dans la salle qui fait ça? Vous voyez, vous êtes tout de suite un premier problème, c'est que quand vous commencez à parler de composants, vous commencez à parler de durée de vie, d'obsolescence, de coût d'entretien, d'impact carbone. Et pour faire ça, il faut que dans votre programme fonctionnel sur un ouvrage neuf, vous soyez capable de dire, moi je construis cet immeuble avec une durée de vie de 20 ans, 10 ans, 15 ans, 50 ans. Je veux que les composants ils durent tant. Et je commence à pouvoir réfléchir à une notion qui va être fondamentale dans la valorisation de l'immeuble, c'est son coût de possession future. Combien me coûte l'immeuble si je le possède pendant 1 an, 2 ans, etc. Aujourd'hui, on fait ça au doigt mouillé avec des ratios qu'on utilise tous, c'est-à-dire 15-20 € du mètre carré par an sur l'exploitation maintenance et puis 400 € tous les 10 ans pour le gros entretien. J'ai Anne qui me regarde, je crois que c'est ça à peu près. Hein. Oui, parfois. Donc je caricature, mais tu as raison de me reprendre. Mais vous voyez la capacité qu'on a de progresser. Et avant d'en arriver à ce qui a été évoqué dans les tables rondes précédentes, c'est-à-dire d'être capable de faire des projections de résistance au futur, de la valeur d'actifs sur des simulations type Monte Carlo ou avec des outils mathématiques de type les options réelles, il faut un certain nombre de données avant. Donc, pour résumer,
Commençons simple, commençons par des données qui sont utilisables par les acteurs avec des cas d'usage bien concrets. Et surtout, n'oublions pas quelque chose qu'on a déjà évoqué, notamment avec d'autres participants, c'est la métadonnée. C'est-à-dire qu'une information n'a de sens que si elle est qualifiée. Et quand je vous donne une surface en mètres carrés, pour qualifier cette donnée, il faut que vous me disiez est-ce qu'elle est calée sur un référentiel type IPMS, par exemple, avec une définition précise de la surface, standardisée, et qui l'a mesurée et qui en prend la responsabilité. Et ça devient une valeur de l'information. Donc vous voyez que le sujet qui nous intéresse, c'est collecter de la donnée à des coûts maîtrisés, parce que collecter de la donnée, c'est facile. Vous pouvez mettre des tas de gens dans l'immeuble, ils vont passer des heures à collecter de la donnée, mais ça coûte. Donc il y a un coût de collecte et de gestion d'information qui doit être maîtrisé par rapport à l'usage et la valeur ajoutée de l'information quand je l'utilise dans les états futurs. Et donc si j'arrive à maîtriser ce jumeau, c'est maîtrise de l'information, qualification de l'information, coût de gestion et valeur ajoutée de l'information que je pourrais vendre demain avec une valeur au même titre que je vends l'immeuble. Alors, je vais passer la parole à Blaise Sola, puisque vous nous avez dit que vous travaillez également chez Building Smart, pas que, mais l'ASBA, pardon. Oui, l'ASBA, excusez-moi. Donc, la confusion est intéressante, cher Eric, hein, oui. On voit qu'on travaille sur les mêmes sujets. Ben oui, vous travaillez sur les mêmes sujets. Donc, est-ce que vous voulez bien nous parler, vous, de votre expérience à concevoir un bâtiment jusqu'à son jumeau numérique pour piloter son cycle de vie ? Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que jusqu'à un passé relativement récent, on faisait des bâtiments qu'on appelle en blanc, où il n'y avait pas de système à l'intérieur. Et de plus en plus, ces systèmes se sont complexifiés et ont eu besoin à la fois d'énergie et puis d'éléments pour qu'ils soient pilotables. Et donc, on est progressivement arrivé à des complexes tellement importants qu'on a, tout le monde en parlait tout à l'heure, on parlait de complexité. C'est une réalité dans le domaine du bâtiment aujourd'hui. C'est comprendre ça nécessite une approche particulière qu'on appelle l'ingénierie système. C'est pour ça qu'effectivement, chez Artelia, on s'est vraiment posé ce type de questions sur comment on conçoit un bâtiment aussi compliqué finalement. Et autre enjeu, c'est que le bâtiment, vous le concevez effectivement, non pas juste pour remettre les clés au moment de la livraison, mais ce bâtiment va vivre. Et quand un bâtiment vit, il faut essayer d'avoir pensé le plus tôt possible la manière dont il va vivre pour qu'il puisse vivre avec un niveau de performance le plus élevé possible et le plus longtemps possible. Et cette réflexion, elle pousse finalement à réfléchir à quelles sont les architectures qu'il faut mettre en place dans ce bâtiment, et des architectures de système, et non plus que du bâtiment. Et on parle de systèmes de chauffage, de systèmes de climatisation, de systèmes de plomberie, etc., etc. Tous ces métiers techniques qui nécessitent d'être pilotés et qui nécessite aussi d'être traité dans une globalité. Alors, traiter cette globalité, ça nécessite de mettre en place un système qui s'appelle un jumeau numérique. On y vient. Ce jumeau numérique, c'est une copie digitale de votre bâtiment et ça permet, en partant notamment du BIM, d'avoir et l'enveloppe, le bâtiment lui-même, et tout ce qui compose ce bâtiment qui va être mis à jour régulièrement durant la vie. Donc ça, c'est la théorie. Aujourd'hui, dans les faits, pour arriver à ça, si autour de la table on est aussi nombreux, c'est qu'il y a quand même d'énormes enjeux et il y a encore des freins. Et donc ces freins, petit à petit, sont en train d'être levés parce qu'il y a besoin, et BIM4 Value est vraiment là pour ça, d'une continuité entre la conception jusqu'à l'exploitation-maintenance de cette fameuse maquette. Et au-delà de la maquette, c'est la manière dont on va repérer les objets. Un étage peut être repéré juste étage 1, étage 2, étage 3 par certains, et puis au moment où on arrive à la partie exploitation-maintenance, on va l'appeler R1, R2, R3. Et bien, rien que cette petite différence fait qu'à un moment donné, l'objet qui est dans l'étage 1 à la pièce X et Y, personne ne va le retrouver. En tout cas, le système d'information ne le retrouvera pas. Et je viens de lâcher quelque chose de nouveau, c'est que en fait, ce jumeau numérique est un système d'information. Et ça, c'est important. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui, d'un seul coup, tombe du ciel. C'est quelque chose qu'on est capable, aujourd'hui, avec les connaissances actuelles, on est capable de l'intégrer et on est capable de le faire fonctionner. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est dans 10 ans, c'est quelque chose qui est opérant aujourd'hui. Donc vous êtes en train de nous dire que le plus important, ce n'est pas finalement la visualisation 3D. Ça, c'est peut-être une aide
pour retrouver les éléments, mais ce n'est que cela. Le plus important, c'est la donnée sous-jacente, et donc on en revient au basique de tout système d'information finalement. Absolument. Alors, je vais maintenant poser la question à justement un éditeur de jumeaux numériques, c'est Jérémy Bellec. Est-ce que on a tous compris qu'il y avait une maquette, au moment de la construction, il y avait une maquette numérique par corps d'État. Ce qui veut dire que par bâtiment, vous en avez 9 à 11, à 12, 50 parfois. 50 parfois. Formidable. Donc, on est parti, nous, d'une croyance sur le continent de l'exploitation qu'on allait nous livrer un bâtiment, une maquette numérique dans laquelle il y aurait toutes les informations dont on a besoin, et puis un DOE, papier ou numérique, issu ou non d'ailleurs de cette maquette. On n'y est pas. On reçoit bien le bâtiment, on est très content de l'avoir d'ailleurs, sauf que on fait repasser les géomètres, on fait repasser des services pour qu'ils nous disent exactement quels sont les composants qu'il y a dedans. Donc ça veut dire que l'utilité, comment se fait, parce que c'est là-dessus que vous travaillez, cette articulation BIM-BOSS. Alors, je vais essayer de reprendre. Effectivement, le jumeau numérique, c'est le modèle de données qui représente le bâtiment. Le BOSS, c'est le logiciel qui gère ce modèle de données, un peu comme vous avez une feuille Excel qui l'a donné, puis vous avez Excel, le logiciel, qui le gère. Et donc nous, on est éditeur de BOSS, c'est-à-dire d'un outil logiciel, d'une plateforme logicielle qui gère le jumeau numérique du bâtiment pendant toute sa phase d'exploitation. Alors, première chose, effectivement, entre BIM et jumeau numérique, il y a un lien fort qui est que le BIM donne quelque chose qui est une très très belle description du bâtiment, une description qu'on n'a jamais eue avant. Avant, on avait des plans. Des plans, c'est des beaux dessins. D'un point de vue informatique, ça se gère très très mal. Là, quand un modeleur BIM dessine une maquette BIM, ce qui est génial, c'est qu'en fait, sans le savoir, il crée un modèle de données derrière. Il crée une structure de données, il crée une base de données descriptive du bâtiment. Le problème du BIM, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas géré en base de données, il est géré par des fichiers. Donc ce qu'on vous livre à la fin, c'est un ensemble de fichiers, pas une base de données du bâtiment. Et c'est là où il y a les mêmes... Enfin, le BIM, ça vient du... Tous les sujets du BIM viennent du monde de l'industrie aussi, c'est ce qu'on appelle le CAD dans l'industrie, c'est la même chose, il y a exactement les mêmes problèmes dans l'industrie. Et donc pour le gérer en exploitation, ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre un logiciel, donc on appelle ça un BOSS, qui va maintenant récupérer toutes les données de la maquette BIM, les initialiser une vraie base de données, donc on ne vient plus gérer des fichiers, on vient gérer des données. Et maintenant, dans cette base de données, on prend les données de la maquette BIM et ça a un avantage énorme, ça nous permet de structurer une première description du bâtiment, étage, local, équipement, etc. Ce qu'il n'y avait pas avant ou très difficilement avant. Tous les outils qui fonctionnent sur le bâtiment, tous, une GMAO, une GTB, ont besoin d'une description d'un bâtiment à un moment. On met 1 mois, 2 mois à refaire la description du bâtiment. Bon, maintenant, on a une maquette BIM, donc ce qui serait bien, c'est de pouvoir l'utiliser, d'extraire tout de suite ces informations, et qu'en quelques minutes, on ait initialisé la description du bâtiment. Alors, voilà, donc ça, c'est assez technique. Première chose, on a parlé depuis le début, depuis ce matin, d'une grosse difficulté qui était la récupération des données techniques. Mais finalement, le jumeau numérique, son objectif, c'est de dire, je vais venir récupérer toutes ces données techniques. Les données de la maquette BIM sont des données techniques, mais il n'y a pas que ça. Les données de la GMAO sont des données techniques. Les données de la GTB sont des données techniques. Juste pour vous donner, sur un bâtiment de 20 000 m², la GTB, ça peut produire 6 millions de données par jour. Voilà. Il y a aujourd'hui dans les bâtiments existants en standard, on n'est pas obligé de remettre de l'IoT. La GTB, il y a déjà potentiellement 10 000 capteurs à l'intérieur de votre bâtiment. C'est juste que les données sont inexploitables et inexploitées par le commun des mortels, parce que si vous les lisez, c'est comme si vous branchez sur votre buscan dans la voiture et que vous essayez de lire les données qui sont là. Voilà. Donc le jumeau numérique, il a une vocation à récupérer toutes ces données, à les structurer, et si je me mets dans le cadre de la voiture, ça veut dire que je vais récupérer ces données de la maquette BIM, de la GTB, de la GMAO, et au lieu de vous les présenter d'une manière complètement illisible, je vous les présenter quand même sous le format de l'ordinateur de bord de votre voiture, c'est-à-dire que j'en construis des indicateurs pertinents pour la gestion et qu'à partir de 8-10 millions de données par jour, on va vous construire 20-50 indicateurs pertinents pour la gestion, parce que grâce au jumeau numérique, on va structurer, rendre compréhensible, faciliter et créer ces indicateurs pertinents. Donc en gros, on va rendre exploitables des données techniques qui jusqu'à aujourd'hui ne le sont pas pour les gens qui font de la gestion du bâtiment. Et ça, c'est déjà possible. Le BIM participe à ça. On intègre ces différentes maquettes BIM parce qu'on
on extrait les données dans une maquette. Donc nous, dans une base de données, donc on crée une base de données à partir de 20 maquettes, 50 maquettes. Et ensuite, cette base de données, on vient l'enrichir avec les données dynamiques de la GTB, de la GMAO, structurer tout ça, et ensuite créer des indicateurs pour rendre compréhensible tout ce sujet-là et pour faire en sorte que les données techniques qui commencent à avoir une vraie influence sur la valorisation du bâtiment, sur la location, puissent être exploitables. Alors, on abordera tout à l'heure le point des lots smart, et justement, je redonnerai la parole à Blaise là-dessus. Mais avant, je voudrais poser une question à Nicolas Régnier, parce que ce qu'on comprend, c'est qu'il y a beaucoup de langages, il y a beaucoup de formats différents qui sont utilisés pour faire des BIM, pour faire des sources d'informations qui sont liées à la structure du bâtiment et à ses composants. Est-ce que dans le projet de BIM for Value, de définir un cadre commun standardisé de méthodologie et de modèles de données, vous avez avancé sur ce point-là pour qu'en fait, on puisse partager in fine un modèle commun, un langage commun qui nous permette de pouvoir partager des informations sur des portefeuilles, c'est-à-dire que chaque bâtiment n'est pas son propre langage à lui tout seul? Alors, bonjour à tous. Bon, déjà, je pense qu'on retravaillera un peu la petite phrase de présentation de BIM for Value, parce que le modèle de données standardisé, blabla, ça me fait un peu peur quand je l'entends. Ah ben moi, j'ai repris ce qu'il y avait sur le site. Hein. Non, mais je taquine, mais non, peut-être revenir un peu sur sur vraiment le basique et l'historique de BIM for Value, et je vous en redirai 2-3 mots dessus. Mais le pourquoi de BIM for Value, donc déjà, c'est dans le cadre de la Smart Building Alliance, hein, différente de Building Smart, dont on a le patron ici. Et en fait, ça, c'est venu de quoi? C'est au niveau de la commission BIM de la SBA. Eh ben, on a réuni en fait il y a quelques années différents maîtres d'ouvrage qui au départ avaient investi, croyaient au BIM, etc. Et s'étaient dit on va tester. Et en fait, en réalité, c'était que des déçus. Parce que c'était un peu ce que tu disais. On a mis 100 000, 200 000, 300 000 euros dans du BIM dans un projet. Et au bout du bout, on a l'impression d'avoir tout foutu en l'air, enfin, et que ça n'a rien donné, quoi, hein. Donc c'est parti de cette réunion-là qu'on avait fait justement à Station F à l'époque, d'une quinzaine de maîtres d'ouvrage il y a quelques années, qui étaient vraiment, qui y croyaient, qui voulaient avancer. Et en fait, on s'est mis autour de la table en se disant qu'est-ce qui fait qu'on pense ça? Parce que si on est tous réunis, c'est qu'on y croit, il y a quelque chose, on est convaincu qu'il va y avoir de la valeur. Et donc, on avait édicté quelques principes de base. Au tout début, c'était ça, pour se dire du coup, qu'est-ce que ça va permettre comment on va pouvoir sortir un peu de valeur là-dessus. Et de fil en aiguille, on s'est rapproché du coup du Syntec, de la Fédération des foncières, du CNOA, l'Ordre des architectes. Et bref, on est aujourd'hui une dizaine avec la FPI qui nous a rejoint dernièrement, Fidji. Et l'enjeu en fait de BIM for Value, si je reviens au basique, en fait, vous avez un maître d'ouvrage qui veut construire, qui veut faire un immeuble. Si je suis dans du neuf ou du réhabilité, il doit missionner basiquement des prestataires, une maîtrise d'œuvre, des entreprises travaux. Et en fait, tout ce petit monde-là, il faut pouvoir le mettre en ordre de bataille. Donc, il y a une notion méthodologique, il y a une notion contractuelle, juridique. Et il faut pouvoir harmoniser tout ce petit monde-là pour arriver, et vous l'avez dit tous juste avant, non pas à un BIM et une maquette BIM, parce que c'est là la subtilité, c'est qu'il n'y a pas un BIM, il y a autant de maquettes et de livrables, comme tu disais, Jérémy, qu'il y a d'acteurs. Et donc, comment on met ce monde-là en ordre de bataille et comment on articule tout ça d'un point de vue méthodologique, organisationnel dans le projet et juridique pour pouvoir arriver à sortir de la valeur du BIM, hein. Donc l'enjeu de BIM for Value et la promesse, c'est ça. Et donc, c'est là-dessus qu'on a réuni et on a la chance d'avoir du coup tous les acteurs et toutes les parties prenantes représentées depuis la phase de programmation de l'opération jusqu'à la phase d'exploitation-maintenance.
Et l'enjeu, c'est, et ça a été très bien dit juste avant, c'est d'arriver à terme effectivement à une vraie base de données, tout corps de métier, etc., mais à pouvoir articuler en fait tous les grands types de données qu'on peut avoir. C'est la 3D, c'est la data et c'est l'aspect documentaire aussi. Hein. Et à mon sens, il faut distinguer ce que je rajouterais juste par rapport à ce que j'ai entendu avant. Moi, j'aime bien distinguer basiquement ce que j'appelle la donnée statique, qui va être vraiment en gros le sol, mur, plafond de l'immeuble, avec la donnée dynamique, qui va être la donnée de tous les capteurs, les actionneurs, etc. Donc nous, Beam4Value, l'enjeu, c'est déjà de base d'arriver un minimum à une donnée statique propre. Donc un double digital statique de l'immeuble propre sur lequel effectivement on va pouvoir ensuite mettre de la donnée dynamique. Hein. Donc voilà un peu déjà le prérequis dont je voulais parler et la raison d'être de Beam4Value. Alors, et du coup peut-être dire deux mots sur Beam4Value aujourd'hui et l'actualité. C'est que du coup, on a fait en fait ce fil conducteur de la donnée depuis le programme jusqu'à l'exploitation maintenance, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et c'est des travaux qu'on a en commun d'ailleurs avec Fidji là-dessus. Mais du coup, déjà au niveau de la programmation, de la conception, de la construction, donc l'attente des acteurs, c'est d'avoir mis ce fil conducteur, de l'avoir défini, et de dire je suis un non-sachant du BIM, ou à l'inverse, j'ai un niveau de maturité un peu plus élevé. Je veux tirer un peu de valeur grâce au BIM pour améliorer, par exemple, ma synthèse technique, pour améliorer, bref, des cas d'usage bien précis. Comment je fais? Et c'est là où Beam4Value a été défini pour justement vous apporter un peu le cadre méthodologique, et vous apporter les actions à mettre en œuvre, les livrables à attendre des différents acteurs, et comment on met tout ce petit monde-là effectivement en ordre de bataille pour arriver à minima à sortir cette valeur-là. Hein, voilà très rapidement sur Beam4Value. Alors, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est une réflexion qui a lieu de plus en plus en amont. Et aujourd'hui, on parle de conception de l'eau smart. Alors justement, je vais redonner la parole à Blaise pour essayer de comprendre. Parce qu'en fait, tout le continent de la conception-construction se pose des questions. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on a travaillé à l'initiative de la Fédération des promoteurs immobiliers qui sont venus nous chercher en nous disant à un moment, on constate une rupture numérique, quels sont les véritables besoins des investisseurs en termes d'information? Parce que clairement, les données volumétriques, les données de spatialisation, ça les intéresse peu. Eux, ils ne font pas la gestion des pleins comme on le fait dans une maquette BIM. Eux, ils font la gestion et la valorisation des vides et de l'usage. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes informations. Comment est-ce que vous anticipez ça, notamment chez Artelia? Et c'est quoi la mise en œuvre des lots smart? Et aussi, pourquoi faut-il les standardiser avec les DSI des clients finaux? Parce que c'est ça vos réflexions aujourd'hui. En fait, et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment préciser que je travaillais sur cette commission, parce que c'est un enjeu global. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'ingénierie ou le programmateur qui décide un certain nombre de choses avec la maîtrise d'ouvrage, c'est toute la chaîne qui doit être prise en compte dès le démarrage du projet pour être certain qu'effectivement à la fin, quand le jumeau numérique et donc le bâtiment connecté est en fonctionnement, qu'on a bien pensé à tout, et notamment aux usages qu'on prédestine à ce bâtiment. Et donc le lot smart, c'est ça, c'est être en capacité, un peu comme quand on conçoit une voiture, en fait, on va se dire, est-ce que j'ai ma voiture, est-ce que je vais l'utiliser pour uniquement des grands trajets ou est-ce que je vais l'utiliser pour des trajets en ville? Ce n'est pas la même conception. Ce n'est pas le même usage, donc ce n'est pas la même conception. Et c'est vraiment cette logique-là qu'on veut mettre en place. Et donc chez Artelia, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'était d'avoir une approche qu'on a appelée l'assistance et maîtrise d'usage, qui tranche un petit peu avec l'assistance et maîtrise d'ouvrage, puisque ce principe-là, c'est vraiment de comprendre à quoi va être utilisé le bâtiment, quelles sont les données les plus importantes, quelles sont les données les plus utiles. Et si je comprends les données qui sont les plus utiles, je suis en capacité de concevoir un système d'information du bâtiment, donc un Building Information System, pour dire des mots franglais, qui soit en cohérence avec son utilisation future. Et ça, c'est vraiment clé dans la démarche. Et si on parle de l'eau smart, là, pour le coup, on est dans une logique au niveau de la profession. Et c'est vraiment important de remettre ça en perspective parce qu'aujourd'hui, qui est en charge de mettre en place tous les équipements? C'est l'entreprise générale la plupart du temps. Or, l'entreprise générale, et j'ai rien contre elle,
n'a pas forcément comment dirais-je, la responsabilité. Quand vous avez un projet de 100 millions d'euros, vous avez 1 ou 2% qui correspondent à la mise en place de ces équipements-là, qui eux vont faire toute la vie du bâtiment. Est-ce que vraiment vous considérez que c'est des équipements qui vont être importants pour l'entreprise générale? En général, pas trop. Et en plus de ça, comme c'est sous sa responsabilité, mais c'est pas nécessairement elle qui va faire, on se retrouve dans des situations un peu ubuesques. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait absolument sortir ce lot-là, de cette responsabilité-là, et quitte à ce qu'on arrive à mettre sur pied des organisations nouvelles qu'on a en fait dans le monde informatique. En fait, on a des intégrateurs dont c'est le travail de concevoir des systèmes qui sont intégrés et qui, au bout du bout, correspondent vraiment aux usages qu'on imagine faire. Donc ça veut dire que la gestion du cycle de vie complet des composants et du bâtiment, qui inclut évidemment la phase d'exploitation-maintenance, vous, au moment de la conception des bâtiments, au moment de la réalisation, de l'exécution des travaux, eh bien, vous l'avez intégré maintenant dans vos réflexions pour pouvoir transmettre de l'information qui soit utile au-delà de la simple gestion de la construction et des lots de sous-compteurs, en fait. Exactement. On a du capital matériel avec l'ouvrage et du capital immatériel avec l'usage. Alors là, jusqu'à maintenant, on a parlé des systèmes d'information autour d'un bâtiment ou de construction, mais de lots avec 2-3 bâtiments maximum. Et avec Richard Mall, ça va être très intéressant parce que vous avez fait quelque chose qui est absolument, comme ça sur le papier, incroyable. C'est que vous avez fait le jumeau numérique de la capitale de la France, de Paris. Oui, effectivement. Alors, ça, c'est des choses qui... Vous avez vu les difficultés qu'on a tous à faire le jumeau numérique d'un bâtiment, hein. Alors vous faites carrément la capitale. Bah, on va voir ce que ça donne et ce qu'on essaie de faire. Et déjà, pourquoi on a voulu faire ça et en arriver là? La question, c'est on a besoin de ça parce qu'on a des acteurs sur le marché immobilier qui ont, on va dire, besoin davantage d'instantanéité. Il leur faut des réponses tout de suite. Maintenant, ce qui était quand même moins le cas, je dirais, il y a 5 ou 10 ans ou 15 ans. Il n'y a même plus d'histoire de délai. Lorsqu'on nous pose une question, on ne peut pas dire quand je peux vous répondre. Il faut répondre maintenant. Sinon, on passe à côté d'opportunités, on est hors marché. Ça, c'est le premier truc. Deuxième point, je dirais, on sent quand même qu'on a des acteurs, ça c'est à débattre, qui sont plus polyvalents, plus flexibles, etc. C'est-à-dire qui ne sont pas forcément contrecarrés sur un marché particulier, sur un type d'actif en particulier, mais qui n'ont pas peur ou qui se forcent à se poser des questions et aller au-delà de leur propre zone de confort. Et là, forcément, il leur faut davantage d'outils d'analyse pour pouvoir prendre position, mieux connaître, mieux décider. Et troisième point, je dirais, il y a un sujet où on demande davantage de profondeur dans l'analyse. Quand j'ai commencé à travailler il y a une quinzaine d'années, je faisais avant tout de la prospective économique, immobilière, financière. Ça suffisait à peu près pour répondre à un client. Une vue prospective d'un marché avec des variables économiques et financières, ça allait. Ça va toujours, mais il faut que ce soit complémentaire à autre chose. Il faut maintenant pouvoir répondre et avoir une vue ultra micro, c'est-à-dire conseiller pas uniquement sur le marché, mais le quartier dans lequel investir, l'immeuble dans lequel investir, et aussi qu'est-ce qu'on y met dedans. Alors en termes de locataires, mais également en aménagement d'espace, etc. Et donc pour ça, on a besoin d'outils, de visualisation, si possible confortable dans l'usage, et également qui nous aident à avoir une analyse un peu plus riche. Et c'est notamment l'objet de ce jumeau. Alors après ce teasing, on a envie de voir comment ça marche. Donc vous êtes venu avec Florian Couret, qui est au pupitre, et qui a devant lui une machine informatique. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette machine informatique, Florian? C'est un PC. C'est un PC, ouais. Ça pourrait être un iPad aussi d'ailleurs. Il faudrait mettre. Vous voulez voir tout de suite? Voilà. Alors ce que vous avez sous les yeux, c'est en l'occurrence, c'est pas que Paris, c'est le Grand Paris qu'on a en jumeau numérique. En fait, pour le dire un peu plus trivialement que Richard, nous, la question qu'on s'est posée à un moment, c'est comment afficher toute la data qui peut intéresser un marché dans le même outil de l'échelle européenne jusqu'à l'intérieur des bâtiments. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer la Défense, parce que c'est un endroit emblématique, et on va faire un petit tour à la Défense. Mais en gros, on va y revenir un petit peu après, mais c'est fait sur Unity, qui est un moteur de rendu de jeux vidéo. Et vous allez voir que c'est du temps réel, donc on peut se balader comme dans un jeu vidéo, on peut changer la lumière, etc. L'objectif est différent de ce que j'ai entendu un petit peu avant, parce qu'on n'est pas dans la technique, on est plus dans la visualisation et dans
dans l'analyse de marché et d'ailleurs dans la data visualisation, très exactement. Donc l'idée, c'est que les gens puissent comprendre très facilement plein d'informations, parce qu'on sait qu'avec le regard, et notamment avec la 3D, tout est plus simple à appréhender. Alors Voilà. vous êtes en train de nous dire que nous, on fait fausse route en fait. Hein. On se prend la tête avec des problèmes techniques alors qu'on devrait faire des jeux vidéo. Alors, je dis pas ça. Je dis juste que c'est deux approches différentes. Mais c'est deux métiers différents en l'occurrence. Moi, le BIM, etc., pour moi, je dirais pas que je n'y connais rien, mais c'est un petit peu différent. C'est la technique d'ailleurs dans les boîtes de 3D, AutoCAD d'un côté, Unity de l'autre, ils ne font pas le même métier exactement. Même s'il y a des ponts entre les deux, je pense que vous les connaissez. Ce qui va être intéressant, c'est que vous nous montriez quelle est la profondeur, le degré d'information que vous avez pu mettre dans cette maquette, dans ce jumeau numérique de la ville de Paris. On a bien compris que ça servait de support à vos différents métiers, j'imagine notamment la commercialisation, peut-être vous aurez l'occasion de le détailler tout à l'heure, mais ce qui nous intéresse là maintenant, c'est non seulement de voir cette maquette remarquable, mais c'est aussi de comprendre quel est le degré d'information que vous embarquez à l'intérieur. Oui, alors, ce qu'on a fait, et on l'a fait aussi parce qu'on a nous-mêmes, chez BNP Paribas, parce qu'on ne l'a pas trouvé sur le marché, en fait, donc c'est un jumeau numérique qui est photoréaliste, au moins sur les bâtiments que nous avons sur lesquels on travaille. Et ce qui change, et c'est ce que vous voyez à droite, qui est très important, c'est en fait on a une ligne temporelle. Et en fait, vous voyez, je peux changer l'année, et il y a des nouveaux immeubles qui apparaissent. Du coup, c'est indexé sur le temps. Et par exemple, toutes les infrastructures, ce que nous on appelle la morphologie urbaine, évoluent dans le temps. Donc pour l'instant, on se contente des infrastructures et des immeubles, parce qu'on a une connaissance fine du marché. On a 300 brokers, je crois, chez BNP, si je ne dis pas de bêtises. On sait exactement ce qui va être construit, à quel moment, le stade du projet, etc. Donc on le met dans le projet. On est pareil pour les infrastructures. Mais la roadmap à terme, Richard vous en parlera mieux que moi, c'est de faire du prédictif, d'être capable de dire dans quelques temps, par exemple, les prix de marché vont évoluer dans tel sens ou pas, etc., etc. On verra tout à l'heure, il y a des startups qui vont nous parler du vieillissement des immeubles. Ils sont capables de modéliser le vieillissement des immeubles avec les impacts climatiques. C'est extrêmement intéressant. Mais allez-y, montrez-nous. Alors regardez, si vous voulez, pour montrer que c'est de la 3D temps réel, on peut changer la lumière. C'est toujours un petit peu sympa à faire. On a toutes les saisons, vous voyez, on peut vraiment faire comme on a envie, donc c'est toujours sympa. Et là, si je veux aller me balader à la Défense, eh ben, je vais passer à côté de l'Arche, du CNIT, ici à Cœur Défense, si je ne dis pas de bêtises, Majunga. Et si on a envie d'aller voir First, par exemple, bah, pas de problème. Hop, là, on va faire le tour. Hop, comme ça. Excusez-moi, j'ai ma souris qui est penchée, donc c'est pas très pratique. C'est quelque chose qui sont 45 minutes à pied, comme vous le savez. Ouais, voilà. Sans se perdre. Et comme on a tout le Grand Paris, après, vous pouvez changer de quartier si vous avez envie. Et on peut rentrer dans une tour. Alors oui, je vais aller vous Prenons montrer... la tour Éclat, par exemple. Voilà, on va aller à Éclat, qui est là-bas. Ah oui. Tu les connais pas Regardez. toutes. Ouais. Oui, c'est pas bon. Bah, après Voilà. tout. De quoi ? Non, j'avais peur que tu la connaisses pas. Si, je la connais. Alors, Éclat, il y a des informations dessus, mais en l'occurrence... Alors, attendez, il faut que je change de... Ah, mais non, c'est bon. Ici, on est sur la brochure, mais si on veut aller dans la tour, il n'y a aucun problème. En fait, on a mis une vidéo. Alors, pour l'instant, on a juste la vidéo qui nous fait visiter Éclat. Mais on va avoir, plus tard, on va lier ça avec Matterport. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est un outil de visite 360. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir tous les immeubles qu'on a en mandat et l'intérieur des immeubles, plus les plans, plus tout ce qui peut intéresser un investisseur. C'est ça qui nous intéresse, parce que ça, on le voit depuis 20 ans. Ce sont des vidéos qui sont très bien faites et qui préparent la commercialisation de l'immeuble. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est votre maquette et le degré d'information que vous avez. On peut rentrer dans un immeuble ? Vous ne pouvez pas rentrer dans un immeuble pour l'instant comme vous me le demandez, c'est-à-dire avec des plans en 3D temps réel, parce qu'on ne l'a pas encore fait. D'accord. Mais c'est dans la trajectoire de Wire. D'accord, Voilà. très bien. Typiquement. Celui-ci qui n'est pas prêt, mais sinon, bien sûr, on en parlera le stacking plan. Mais typiquement, là, on parle finalement d'un jumeau numérique d'une ville, à l'échelle d'une ville où on a peu de connaissances sur les immeubles, mais Exactement. rien n'empêcherait de cliquer dessus pour être envoyé vers la maquette BIM de l'immeuble et le jumeau numérique de l'immeuble. Quand on parle de jumeau numérique, on parle de jumeau numérique de quelque chose en particulier, ça c'est important. Être à l'échelle d'un patrimoine ou à l'échelle d'un immeuble, c'est pas la même chose. Et le BIM, finalement, ça va être le jumeau numérique, ça va être l'initiation du jumeau numérique d'un immeuble. Donc à partir de ça, on va pouvoir potentiellement avoir des plateformes comme celle-ci sur lesquelles on peut cliquer et maintenant rentrer dans le détail de l'immeuble, y compris pour avoir dans le détail de l'immeuble des informations beaucoup plus précises à cette échelle-là. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important dans ces choses-là. On travaille avec beaucoup de gestionnaires de patrimoine ici. Finalement, vos patrimoines sont composés de plein d'immeubles indépendants. Et ces immeubles indépendants, c'est
Voilà, ça permet d'avoir une vision globale, mais ça permet aussi demain de rentrer dedans et d'avoir une valeur data de chacun des immeubles et de faire en sorte de produire le jumeau numérique de chaque immeuble, c'est-à-dire l'asset de data, l'asset digital, immatériel de chacun des immeubles qu'on va pouvoir fournir quand on revend son bâtiment, par exemple. Là, on comprend bien qu'on est arrivé à un certain stade de maturité technologique qui fait que grâce aux plateformes et aux API, on est capable de partager de l'information même quand elle n'est pas calculée chez nous et que donc on peut relier les différents systèmes avec leurs spécificités pour aller toujours plus loin dans le niveau d'information dont on peut avoir besoin pour les différents métiers qui interviennent tout au long du cycle de vie du bâtiment. Ça, je pense qu'on l'a bien compris. Je vais revenir vers Franck Hovorka, qui me fait des petites réflexions et donc qui veut prendre la parole. Non, Moi, j'ai juste que tu es bien en train de rêver. On en est loin. Hein. Je te disais qu'on avait déjà... On ne sait même pas se transférer un dossier des ouvrages exécutés avec 50 informations fiables dedans. Ça se fait réellement. Des jumeaux numériques du BIM gestion exploitation maintenance, ça existe très concrètement. Cher Jérémy, bien sûr que ça existe très comme il existe des bâtiments à énergie zéro, on est très fiers de les montrer. Mais dans la vie quotidienne, on en est fort loin, cher Jérémy. C'est-à-dire ce qui fait ton business. On en déploie très concrètement et je vous inviterai à venir bientôt voir par exemple le siège social de Vinci, sur lequel il y a un jumeau numérique, sur lequel on remonte dans une maquette BIM 6 millions de données par jour, on les visualise. J'espère bien que le siège de Vinci est sur un jumeau numérique, mais je ne dirais pas la même chose du reste du patrimoine de la Défense, par exemple. Voilà, et c'est bien le souci. On a effectivement des bâtiments remarquables, emblématiques, qui ont intégré ces nouvelles technologies, mais ça reste quand même pas la majorité du parc existant. Alors moi, j'ai une question pour vous, Franck Hovorka. Comment est-ce qu'on peut conjuguer aujourd'hui la massification de la rénovation du parc immobilier européen avec la nécessité d'avoir des données fiables et de produire des indicateurs pertinents? C'est tout l'enjeu de ce type de visualisation. C'est-à-dire que ce qui va m'intéresser à l'intérieur, c'est par exemple des données de consommation énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre avec leur degré de fiabilité. Parce qu'on sait le faire. Vous récupérez des datas, des données satellitaires sur les consommations énergétiques, vous savez mettre la conso de chaque immeuble, avec un niveau de fiabilité qui va être très large. Vous allez dire ça consomme entre 300 et 400 kWh énergie primaire par mètre carré par an, ça émet a priori tant de tonnes de gaz à effet de serre par an, mais au moins on commence à avoir de l'info. Et c'est ça, je pense, qui nous relie tous. C'est qu'effectivement, on peut avoir des choses très très fines, très complexes, mais commençons par gérer les échelles. Ce qui va faire la gestion de la complexité, c'est d'abord de gérer les échelles et de gérer l'information au niveau d'un composant de l'immeuble jusqu'à la ville. On ne va pas trimballer toute l'information et tous ces détails d'information. Et une fois qu'on a défini les échelles auxquelles on va travailler, définissons le niveau de fiabilité de l'information qu'on met avec. Au niveau d'une ville comme ça, est-ce que j'ai besoin de connaître en détail depuis l'immeuble l'information sur sa consommation de gaz à effet de serre, sur ses émissions de gaz à effet de serre au gramme près? Certes non. J'en aurais peut-être besoin pour faire de l'optimisation dans un cadre de plan pluriannuel de gestion et d'investissement et de renouvellement, mais j'en ai pas besoin pour voir de la visualisation sur la commercialisation, où là je vais plutôt regarder si l'immeuble il est rouge vif parce qu'il est en classe G ou s'il est vert parce qu'il est en classe B. C'est plutôt ce type d'information que vont demander vos acquéreurs ou vos locataires. Donc c'est de visualiser des informations, mais en assumant que c'est de l'information soit statistique, soit reconstruite, soit de l'information qui vient du propriétaire de l'immeuble. Et on assume, mais donnons de l'info. Aujourd'hui, malheureusement, notre malheur technique, c'est qu'on veut être tellement précis, on veut être tellement des boulots des ingénieurs, qu'on préfère ne pas donner la température du corps plutôt que de dire que c'est peut-être entre 37,2 et 37,9. Alors on n'ose pas, du coup on dit rien, et puis on ne sait pas si on est malade ou moins important. Donc il faut vraiment qu'on passe au-delà, qu'on apprenne à travailler sur les systèmes complexes et la gestion des incertitudes et le management des incertitudes et des échelles. Et aujourd'hui, on en est loin, parce que tout le monde a peur de donner de l'information. Ou alors, on retrouve des informations déstructurées comme celle-là, où on n'arrive pas à retrouver l'information qui
qui va intéresser vos acquéreurs, au-delà de celles que vous pouvez récupérer sur vos biens en commercialisation. Donc tu vois, le constat que je fais, c'est qu'on rêve tous d'arriver à ce Graal avec l'information complète. C'est un peu comme si tu démarrais le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Tu rêves tous d'y arriver, tu rêves d'y arriver à Saint-Jacques. Tu rêves d'y être, parce que c'est quand même ton Graal. Mais ce qui va faire le bonheur de ton chemin, c'est que tu vas découvrir en marchant des choses que tu n'avais pas prévues, et des actes et des gens que tu n'avais pas prévu de rencontrer, et des services supplémentaires que tu n'avais pas prévu d'implanter. Et je crois que le BIM et la maquette numérique et le jumeau, c'est ça. Prends le chemin, vois l'objectif, et attends-toi à être surpris et à vivre des moments de bonheur dans ton travail. Et des moments d'incertitude aussi. Ah bah des grands moments de doute, parce que Saint-Jacques, il y a des grands moments de doute quand tu es en montée dans des chemins pierreux sous la pluie avec 5 degrés, tu doutes. Oui. Tu doutes. Mais c'est une rencontre avec soi-même à laquelle Ah, pas que. Et surtout avec, évidemment, Tu avec te soi-même. trompes, mais tu te aussi, trompes parfois même, tu fais. ou parfois tu te trompes. marche arrière. Quand tu me posais la question de savoir si parfois on recule, j'ai un peu le sentiment qu'en ce moment, on est dans une période où effectivement on s'est trompé et on tourne en rond. Mais ça va passer. On va retrouver le chemin. Alors moi j'ai une question évidemment qui se pose au-delà du chemin de Compostelle de notre ami Franck. C'est tout ça. Oui. Et le chemin existe et n'importe qui peut le prendre s'il le souhaite. Mais tout ça a un coût. Moi je voudrais savoir qui paye. Parce que pour faire une maquette numérique d'un nouveau bâtiment emblématique, pour en faire un outil informatique et avec une gestion d'exploitation remarquable, ça veut dire qu'il y a un investissement très très fort de la part du propriétaire. Pas forcément. Alors justement, merci de dire ce qu'il en est, parce que souvent on a l'impression, et les expériences qu'on a eues précédemment, quand on dépensait 200 000 ou 300 000 pour avoir une maquette BIM qui ne nous servait à rien, c'est de savoir quelle est la finalité d'usage versus le coût qu'on doit y mettre. Alors Blaise. Merci Eric, je peux en dire 2 mots rapidement parce que c'est hyper important. Déjà, bravo Franck d'avoir casé Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était une discussion qu'on a eue de longue date et il devait le sortir, donc comme ça vous êtes tous au courant de la private joke. Mais il est très fort. Non, sur le coup, Eric, c'est pour ça qu'on a appelé ça BIM for Value. C'est pour moi, qu'est-ce qui fait que ça va marcher? C'est qu'on est capable, et je suis un peu basique et parfois on me critique d'utopiste là-dessus et on me taxe d'utopiste. Mais pour moi, le BIM ne marchera que quand on sera en mesure de prouver un minimum de ROI sur certains aspects. Et du coup, on nous a demandé, moi, la commande en gros, la communauté du BIM pour BIM for Value. Alors, c'est critiqué et critiquable, mais moi, c'est le fil que je me suis... c'est le chemin que je me suis donné pour rester dans l'image. C'est de se dire, on doit être en mesure d'identifier des bénéfices très précis et le coup d'après, alors c'est là où j'ai hérissé le poil à pas mal de gens, mais c'est de pouvoir chiffrer cette valeur et chiffrer le coût induit pour y arriver. Hein. Donc ça, c'est la vision de BIM for Value sur des bénéfices bien précis. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Et c'est pour ça que la nouvelle version aujourd'hui, et je vous invite vraiment à aller voir bimforvalue.com, vous avez des scénarios, des cas pratiques très précis. Je suis architecte, je veux utiliser le BIM pour faciliter ma production de livrables graphiques et ça vous sort très précisément le scénario, qu'est-ce qu'il faut faire, quel livrable je dois faire, quelles actions je dois mettre en œuvre. Hein, et les gens qui ont fait ça autour de la table, c'est pas du tout de la philosophie. Hein. Je vois qu'il y a Dabia dans la salle. Là, il y a des gens qui ont les mains dans le cambouis. Hein. On n'est pas du tout dans la philosophie du BIM. C'est des gens qui ont les mains dans le cambouis et on a marqué très précisément les livrables attendus, les actions à mettre en œuvre. L'étape d'après, avec nos projets pilotes, c'est d'arriver à dire combien ça va coûter. Enfin, déjà, comment ça va chiffrer les retours sur investissement et les bénéfices, et derrière, de dire combien ça va coûter. C'est ambitieux, mais c'est la vision et le chemin qu'on suit. Hein, donc,
Donc pour te répondre pour moi et pour le sujet d'avant, où effectivement il y a des choses très pointues qui sont faites, et vous avez tous les deux raison, et je me garderai bien de prendre parti, il y a des choses très bien qui sont faites. La majorité, moi, si déjà on est en mesure de garantir des surfaces à partir du BIM, tu parlais de, alors c'est pas le IPMS, ou il y a aussi la norme ISO 9836 dont tu dois être au courant. Si déjà le BIM permet de garantir un suivi des surfaces, ce serait déjà top entre nous. Et moi, c'est une des priorités qu'on s'est donné. Là, typiquement, voilà, des cas, je pense qu'il faut être hyper pragmatique et très concret sur des bénéfices. Mais pour moi, c'est ça la seule, le moyen de faire en sorte que le BIM, sur des cas pratiques très précis, se développe, c'est d'être en mesure de garantir des ROI. Très bien. Alors, on va passer la parole à Jérémy. Je veux bien réagir parce qu'on a des ROI très très concrets. Comme on déploie, on a des ROI très très concrets. Je vais essayer de vous citer plusieurs exemples parce que concrètement, alors, on parle de bâtiments tertiaires, on parle de nouveaux bâtiments tertiaires ou de bâtiments en rénovation. Et aujourd'hui, pour faire fonctionner un bâtiment tertiaire, tout le monde a des systèmes d'information. Ça peut être un système de gestion technique de patrimoine, une GMAO, un système de gestion technique de bâtiment, une GTB, un IWMS. Ces systèmes-là existent déjà, ils existaient hier. Ces systèmes-là, il faut tous les initialiser, les paramétrer, les configurer. Aujourd'hui, vous faites une maquette BIM, ça vous coûte à peu près 4 € du mètre carré. Paramétrer une GMAO, ça vous coûte entre 0,5 et 1 € du mètre carré. Paramétrer une GTB, ça vous coûte 2 € du mètre carré. Paramétrer un IWMS, ça vous coûte 1 €, 2 € du mètre carré. Juste pour faire quoi? Décrire votre bâtiment dedans. Quand vous avez un bâtiment dans lequel vous avez bâtiment, étage, local, équipement et que vous avez près de 40 000 équipements, soit vous ne le faites pas, soit quand vous essayez de le faire de manière exhaustive, ça vous coûte déjà. Mais un ROI très très simple qui vous rembourse tout de suite votre BIM. Le BIM, contrairement aux plans hier, les plans c'était des dessins, on ne pouvait rien en extraire d'un point de vue informatique. Le BIM c'est une base de données. Quand vous dessinez votre maquette BIM, vous décrivez bâtiment, étage, local, équipement. Et le BIM arrive avant tous ces outils. Bien, si juste vous arrivez à paramétrer automatiquement tous les outils à partir de la maquette BIM, plutôt que de le refaire manuellement, vous avez déjà votre ROI, et c'est ce qu'on fait très concrètement aujourd'hui sur le siège de Vinci, sur un parc d'activités qui s'appelle le SEML, avec des petits bâtiments qui sont entre 1000 et 5000 m², qui a une équipe de gestion de 12 personnes, avec 2 personnes qui s'occupent de ça. C'est ce qu'on fait sur le siège social de la CNP, c'est ce qu'on fait. On prend la maquette BIM, on extrait l'information bâtiment, étage, local, équipement, et avec ça, on paramètre automatiquement la GMAO mission, on paramètre automatiquement l'application Mon Building, on paramètre automatiquement la GTB, juste ça, et on paramètre automatiquement le dashboard Power BI pour la société d'exploitation qui va avoir ses indicateurs avec ses indicateurs. Juste ça, vous avez valorisé votre maquette BIM, puisqu'elle est utilisée en exploitation pour réutiliser des données qu'on réécrit sinon. Qu'on refait sinon. Là, vous êtes revenu. Et après, je n'ai pas parlé du fait que maintenant, vous pouvez faire des plans pluriannuels de travaux parce que vous avez le listing des équipements. Il existe maintenant, alors qu'hier, il n'existait pas. Que vous pouvez faire remonter des données GTB et donc avoir une consommation énergétique du bâtiment. Que vous comprenez, mais pas uniquement globale. Par étage. C'est bête, hein, mais ça existe déjà. Ces informations, elles existent déjà dans toutes les GTB du marché. Vous voulez avoir votre client, il va louer le bâtiment et il veut mettre en place une application de confort pour gérer, piloter les équipements ou pour avoir l'information de température dans chacune des pièces. Toutes ces données, elles existent déjà dans la GTB. Le client, le locataire, il n'y a pas accès, ce sont vos données. Il suffit de lui donner, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il repaye 5 ou 10 € du mètre carré pour réinstaller des capteurs IoT. Ils sont déjà. Mais vous mettez un jumeau numérique, vous captez ça, vous lui fournissez, vous faites payer ça 3 ou 4 € du mètre carré par an en location. Ça lui évite, lui, de repayer 15 € du mètre carré derrière, en réutilisant des données qui existent déjà. Et ça, c'est très très concret. Donc la valeur de mettre en place un jumeau numérique, elle existe simplement parce qu'on structure un métier qui n'était pas structuré. Vous avez tout qui fonctionnait en silo derrière. Maintenant, on met une couche commune. En mettant une couche commune, on simplifie l'initialisation, on simplifie les mises à jour, on simplifie tout et on fait en sorte que tout le monde ait une description commune du bâtiment, alors qu'aujourd'hui, vous avez 20 logiciels qui sont utilisés tous les jours, ce n'est pas nous qui les inventons, pour gérer le bâtiment. Vous décrivez 20 fois votre bâtiment, il n'y en a aucun qui est compatible. Cette compatibilité, ça veut dire que vous gagnez à l'initialisation, vous gagnez aux mises à jour et surtout, vous gagnez en compréhension transverse de tout le monde, parce qu'au moins, tout le monde peut parler à peu près le même langage. Et c'est très très concret et ça existe déjà aujourd'hui. Donc vous êtes en train de dessiner un nouveau modèle économique.
Alors, il est nouveau dans le monde du bâtiment, mais en fait, moi je viens du monde de l'industrie avant, je fais ça dans l'aéronautique. Dans le monde de l'IT, avoir un référentiel commun, c'est la base. Si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas de système fonctionnel. Donc un ERP marche comme ça. Une plateforme de Product Lifecycle Management dans le monde de l'industrie fonctionne comme ça. On est en train de l'adapter dans le monde du bâtiment, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau en soi. Voilà, c'est quelque chose qu'on reprend du monde de l'IT et sur lequel ça fait 30 ans que les gens de l'IT travaillent sur cette thématique de référentiel commun partagé, parce que c'est au cœur de toute l'industrie de l'IT, en fait. Donc on est en train d'amener ça dans le monde du bâtiment, mais encore une fois, le BIM nous permet de faire ça. Sans le BIM, on n'a pas de base de données de description du bâtiment, et c'est très cher et très compliqué de le refaire. Le BIM apporte une révolution extraordinaire dessus, à condition de le réutiliser. Et justement, maintenant, on commence à avoir des outils pour le réutiliser. Merci beaucoup pour ces éclaircissements sur le modèle économique du BIM et du BOSS dans l'industrie immobilière. Je vais me tourner vers Richard Mal à nouveau. Je voudrais savoir, même question, mais sur un sujet différent. Ça vous a pris combien de temps et ça vous a coûté combien de mettre en place tout ce jumeau numérique? Et j'imagine que vous ne l'avez pas fait tout seul. Comment vous avez produit cet outil? Non, moi, à part le présenter et l'utiliser pour analyser le marché, je fais que ça. Mais par contre, Florian, tu vas peut-être nous aider là-dessus, en termes de coût, temps, etc. Tu as des notions? Ouais, je préfère pas en parler. Non. On a commencé il y a 1 an et demi. On a fait ça en partenariat avec Unity, qui est le moteur de jeux vidéo, le leader mondial. On a une équipe interne. Au début, on était 2. Maintenant, on est une dizaine à peu près. À temps complet. Pardon? À temps complet? Ouais, alors il y a des gens qui sont externes et qui font des passages, par exemple des designers 3D, des développeurs, etc. Et en fait, là, on est en train de déployer l'outil en interne. Donc, on a des gens aussi qui nous aident à déployer. Les gens qui viennent de l'industrie comme vous connaissent tout ça. En termes de coût, je ne sais pas si je peux en parler ou pas, mais ça a coûté, je ne sais pas, autour de 200 000 €, je pense, pour arriver jusque-là. Sans compter le salaire de Florian. Qui représente la moitié déjà de ça par mois, évidemment. Non, mais c'est ça, c'est quelques centaines de milliers d'euros, pas plus. En fait, ce que j'allais vous dire, c'est qu'on avait, à l'époque, on avait demandé à des boîtes externes combien ça pourrait coûter. Bon, je ne citerai pas le nom d'un grand industriel qui fabrique des ordinateurs qui nous a demandé 6 millions d'euros, je crois, de mémoire, pour Paris, Grand Paris. Ça veut dire que suivant les technologies, les modèles économiques ne sont pas les mêmes, en fait. Ouais, suivant les prestataires et le nombre de gens qu'ils embauchent en freelance et qui vous font payer sur les projets, quoi. C'est surtout ça, en fait. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde.